Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Direct Gestion, tous les matins en direct de 9h30 à 10h. Deux experts décryptent le marché financier, l'actualité économique et financière. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Thibaut Prébet, le directeur général adjoint de Financière Arbevel. Bonjour Thibaut. Bonjour. Et Jean-Noël Vieille, le directeur de la gestion de 360 XANS AM. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Félix. Bon messieurs, jour de Fed, ça tombe bien, vous êtes là pour commenter cette actualité. Alors c'est pas tout à fait brûlant, on s'y attendait quand même Thibaut à ce relèvement des taux. Alors, on s'y attendait, c'était maintenant totalement anticipé. Pour autant, le panel décrit par la Fed, la structure du vote à l'unanimité ou non, les minutes qu'on aura dans quelques semaines sont autant d'éléments qui sont quand même cruciaux. Donc on peut pas limiter cette réunion à la décision qui pour le coup semblait réellement déjà connue à l'avance. Donc pas de surprise? Il y en a des petites. L'unanimité, qu'est-ce que ça change? L'unanimité, c'est important parce que si on avait déjà des difficultés à faire passer cette hausse qui était quand même connue et qui était nécessaire et qui était voulue par les marchés, on aurait pu avoir en tête qu'en 2016, il ne serait rien passé. Et là, ça aurait été un signal très différent. Là, le fait que l'unanimité, ça nous donne plus de lisibilité sur l'année. Communication moins accommodante que ce qu'on aurait pu penser. Effectivement, le fait de ne pas avoir mentionné les problèmes chinois ou d'instabilité comme des excuses potentielles pour ne pas relever les taux, le fait d'avoir dit que la hausse de taux serait graduelle mais qu'elle était entre guillemets déjà un peu actée pour 2016, c'est des éléments qui sont quand même peut-être moins accommodants qu'on aurait pu avoir. Après, sinon, ça reste quand même extrêmement consensuel sur le discours. Jean-Noël Vieille, effectivement, un discours peut-être plus faucon qu'attendu. La Fed reste sur une anticipation de 4 relèvements des taux pour 2016. Oui. Que vous y croyez? En fait, il faudra voir quel sera l'état de l'économie en 2016. L'élément quand même important aussi, c'est qu'il y a eu un léger, mais on pouvait s'attendre un petit peu à faire quelque chose d'inverse, il y a eu un léger relèvement de la croissance américaine, notamment sur 2016. Bon, ça va passer de 2,3 à 2,4. Ce qui n'est pas énorme, enfin, on aurait pu s'attendre justement, moi c'était un petit peu le scénario que j'avais hier, donc j'étais assez prudent sur cette annonce, effectivement, relèvement des taux, mais un discours un petit peu plus contrariant, en disant derrière, attention, il y a toujours des risques qui existent avec notamment les pays émergents. Ce discours n'a pas eu lieu, ce que d'ailleurs les marchés sont en train de plébisciter. Maintenant, bon, voilà, c'est quelque chose qui était effectivement attendu, qui est là, qui devrait en tout cas soutenir un peu les marchés, mais je dirais que maintenant, il faudra regarder probablement beaucoup d'autres facteurs qui vont jouer pour le marché. Mais on a une visibilité, ce qui pour nous est importante. À la limite, l'année 2016 devrait être une année moins, je dirais, banque centrale driver, c'est-à-dire qu'on devrait revenir peut-être, je l'espère, sur du fondamental. On sait ce que va faire la Fed, on sait ce que va faire la BCE. Donc là-dessus, normalement, on n'a plus de doute. Et justement, sur ces banques centrales, c'est vrai que c'était un mois de banque centrale. On a eu le 3 décembre Mario Draghi, alors lui qui a pour le coup un petit peu déçu, peut-être que le marché attendait trop. La Fed, c'est fait. Et pour la première fois, enfin une des premières fois, on a effectivement des politiques dans les deux banques centrales qui sont divergentes. Qu'est-ce que ça change? Alors, c'est vrai que c'est depuis cette magnifique hausse de taux de Jean-Claude Trichet qu'on a pris beaucoup de retard. On voit aujourd'hui effectivement les États-Unis comme le Royaume-Uni qui ont agi beaucoup plus tôt que la zone euro, a pris beaucoup d'avance sur le redémarrage. C'est peut-être triste parce qu'à l'époque on a mis trop de temps à agir. C'est positif aujourd'hui parce que cet écart de cycle il est quand même positif, à la fois parce qu'il induit une faiblesse prolongée de l'euro et à la fois il nous met des années un peu plus favorables pour nous comparativement. Maintenant c'est vrai que je n'aurais pas l'optimisme vis-à-vis de mon métier de croire qu'on va se faire une année sans banque centrale. On avait le sentiment souvent d'avoir beaucoup de visibilité sur ce qu'allait faire la Fed qui a tout chamboulé de nombreuses fois. J'ai peur qu'on fasse un peu la même en 2016, même si je ne le souhaite pas. Alors rappelez-nous votre métier, c'est un métier compliqué en ce moment, notamment sur la gestion obligataire, c'est-à-dire tout ce qui est marché de taux, de crédit. Pourquoi? Parce que ces banques centrales, en rachetant ces paquets d'obligations par dizaines de milliards, elles écrasent complètement les prix de marché. On est dans des situations anormales. Alors, on a deux difficultés. La première, c'est qu'on navigue dans un environnement de taux bas, ce qui ne rend pas notre activité très sexy. Après, c'est pas très grave, c'est la vie, mais c'est sûr que quand les taux monétaires sont négatifs, ça induit des comportements et une manière de fonctionner qui, un, n'est pas toujours saine, et deux, n'est pas toujours logique. Vous voulez dire prise de risque supplémentaire? Oui, et puis surtout, les gens qui sortent de la classe d'actifs, donc on n'a plus rien à proposer, et des investisseurs qui vont naturellement prendre trop de risques. On en a parlé lors de cette situation sur les fonds américains très spéculatifs qui ont fermé, où on disait que certains investisseurs institutionnels avaient été 2 fois plus investis qu'en 2008 sur le haut rendement. Donc ça induit des risques globaux. Puis la deuxième difficulté, qui pour le coup est la plus pénible, c'est que quand on parle de taux, on parle de macroéconomie. On parle d'un diagnostic sur la planète économique et de ce que ça peut impliquer sur les acteurs. Aujourd'hui, c'est plus ça. Les marchés, c'est de la banque centrale,
et la géopolitique avec le baril. Et face à ça, la prévision économique, entre guillemets, existe de moins en moins. Et donc notre difficulté, c'est que le métier d'économiste est en train de se transformer en une sorte de commentateur de l'OPEP et des banquiers centraux. Ce n'est pas la partie la plus fascinante de notre métier. Voilà. C'est ça qui est difficile. Non, Jean-Noël, vous êtes d'accord avec ces constats sur l'obligataire? Bon, ça c'est une certitude, ça va rester très très bas. Comment vous allez agir pour 2016? Ça va être extrêmement difficile, mais je pense quand même enfin, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, et on n'est peut-être pas d'accord, mais je pense qu'on a quand même une visibilité qui est meilleure. L'année, il faut rappeler ce qu'on a fait en 2015. Il y a eu énormément d'incertitudes, et c'est vrai que les banques centrales ont influencé nettement le marché. Je vous rappelle, septembre, la Fed, on va dire, parle mal, entre parenthèses, et le marché prend un coup sur la tête. En décembre, c'est la BCE qui effectivement ne délivre pas. Donc, logiquement, sur 2016, je ne dis pas qu'il n'y aura pas ces effets-là, mais en tout cas, le terrain est relativement bien balisé parce qu'il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre. Et je pense que sur 2016, je ne dis pas que ça va être facile, mais j'espère qu'on va revenir sur ce que j'appelle le fondamental. Le fondamental qui est compliqué aujourd'hui parce que, à la limite, il y a deux choses fondamentales, et l'effet des banques centrales peuvent avoir un impact sur les problématiques dont on ne sait pas d'ailleurs comment ça va vraiment jouer, c'est la problématique des liquidités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Fed va retirer donc ces liquidités, il y aura donc des flux qui ne vont plus trouver, enfin, qui vont être obligés de partir notamment des classes à risque. Et aujourd'hui, le risque que nous avons sur la partie action et obligataire, il faut être sérieux, c'est qu'on puisse avoir un transfert. Quand vous allez avoir des taux américains à 2, aujourd'hui, vous pouvez avoir beaucoup de gens qui vont se dire « je préfère gagner 2 ». Je vous rappelle qu'en Europe, certains institutionnels préfèrent acheter des taux allemands à taux négatif. Demain, à partir du moment où la Fed nous dit vous avez des taux, pour le coup vraiment sans risque, à plus 2, il y a de fortes probabilités qu'on ait un transfert de liquidité. Ce transfert de liquidité, il risque donc de partir de la classe action et de la classe obligataire, et nous emmener dans une logique qui va être assez compliquée pour nous. Et moi, la dernière question pour terminer, c'est la problématique des matières premières. Et je crois que ce n'est pas que de la géopolitique. C'est trop simple comme explication. Quand on a un baril à 35 $, moi je me pose la question maintenant, je n'ai évidemment pas la réponse, mais est-ce que ce n'est pas un signe avant-coureur qu'on va être dans une problématique de croissance beaucoup moins forte que ce qu'on nous dit aujourd'hui, que ce que dit la Fed, que ce que dit, etc. Et ça va être la grande question 2016. Ça va être comment vont réagir la macro et la croissance économique. Vous disiez, Thibault, on est commentateur effectivement de ce qui se passe sur le pétrole, parce que c'est vrai qu'il y a toutes les prévisions. C'est le même qui prévoyait un pétrole à 200 $ il y a quelques années, il le voit maintenant à 20 $. Et on navigue effectivement sur les 30-40. Bon, il y a un accord quand même important, c'est que pour la première fois, les États-Unis vont se transformer en exportateurs. Ils vont avoir le droit d'exporter hors de leurs frontières, puisque les stocks sont aujourd'hui pléthoriques. Ça devrait peser évidemment physiquement encore sur les marchés. Exactement. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est qu'au-delà de la situation économique, c'est-à-dire de la demande en pétrole et son évolution, il faut avoir en tête que la demande en pétrole a au fil des années toujours battu ses records historiques année après année, et que l'offre de pétrole a également battu ses records historiques. Et que l'écart entre les deux, l'offre et la demande, navigue dans un sens ou dans l'autre entre 0 et 2%. Et donc il suffit à l'Arabie Saoudite de bouger un tout petit peu le goulot pour faire varier le pétrole de 20 $ à 100 $. Donc dire effectivement que suivre la demande mondiale pour voir comment elle évolue, et ça on peut le faire plus naturellement sur les autres matières premières qui sont moins administrées que le pétrole, et en déduire que l'économie mondiale n'est pas forcément en accélération, c'est quelque chose qui me va très bien. Maintenant sur le pétrole, on peut avoir une demande mondiale qui baisserait un peu et un pétrole qui ira à 150 $ si les producteurs de pétrole le décident. Ce que vous voulez dire, c'est que si demain l'Arabie Saoudite décide de couper les vannes, de réduire la production drastiquement, on repart immédiatement dans la seconde. Dans la seconde, parce qu'aujourd'hui, on a un écart entre la production et la demande qui est tellement faible qu'il suffit aux gros producteurs mondiaux de réduire pour qu'immédiatement on soit saturé. Donc c'est un prix qui est administré, et effectivement, je rejoins complètement l'idée de dire qu'économiquement, le niveau de la demande de pétrole nous dit quelque chose sur l'économie mondiale. En revanche, je pense que les cartes sont en main des producteurs de pétrole pour que, quelle que soit cette demande, ils mettent le baril où ils veulent. En revanche, effectivement, si on va regarder l'acier, si on va regarder d'autres éléments qui sont en train de se faire massacrer aussi, on a un petit peu aussi un dilemme du prisonnier, parce que tout le
monde produit plus pour avoir plus d'argent, alors que si les producteurs se calmaient un peu, ils pourraient faire quelque chose. Mais là, on voit bien que pour le coup, on est vraiment dans un marché où la demande n'a pas franchement l'air d'accélérer, où on tarde de voir un cycle de reprise des capex en Europe qui créerait une saturation. Et ça nous donne une vision sur l'économie mondiale qui n'est pas géniale. Mais je séparerais quand même un petit peu le pétrole des autres matières premières qui me paraissent quand même un peu plus libres dans leur cours et un peu plus révélatrices de l'économie. Qui dit matière première dit aussi pays émergents. C'est un call point d'interrogation pour 2016, c'est-à-dire cette première hausse des taux, est-ce qu'elle ne va pas créer finalement un appel d'air sur ces pays émergents qui ont été désertés par les investisseurs ces 2-3 dernières années, à votre avis? Moi, je pense que c'est trop tôt pour les jouer maintenant parce que l'effet, normalement, risque d'être à court terme très négatif, ne serait-ce que par d'abord le jeu monétaire. Ils sont endettés en dollars. Ils sont endettés en dollars, donc Du coup, leur dette va coûter encore plus cher. Voilà, si on considère, ce qui est notre opinion, que le dollar va continuer à s'apprécier. Ce qu'il a fait un petit peu hier, on était à 1,09. Logiquement, on peut peut-être aller à la parité, ce qui est quand même une assez forte augmentation. C'est votre scénario pour 2016 chez 300? Oui, alors après, c'est difficile de mettre un timing, mais enfin, on est allé très proche, on était à 1,04 il n'y a pas si longtemps. Oui, je pense qu'on peut aller vers cette parité. Donc effectivement, les émergents vont avoir beaucoup de problèmes, avec aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce retrait des liquidités, alors qu'on a déjà connu. C'est difficile, peut-être que cette opération, elle a déjà été faite et que c'est un risque moins important. Maintenant, ce sont la plupart des pays matières premières. Le seul grand pays émergent, c'est l'Inde, sur lequel on peut peut-être jouer avec, rentrer avec peut-être plus disons, moins de risques. Mais le reste, quand vous parlez du Brésil, quand vous parlez de la Chine, les choses sont quand même pas claires du tout. Puis il y a quand même des risques aussi politiques sur ces pays-là. Donc moi je pense que c'est trop tôt. Ça ne veut pas dire qu'au cours de l'année, on ne puisse pas avoir des fenêtres probablement pour rentrer. Mais aujourd'hui, non. Nous sommes totalement sortis de cette zone-là. D'accord. Chez Financière Arbevel, les anciens BRICS, nous dit Jean-Noël, c'est le moins pire dans les BRICS, les anciens BRICS. Est-ce que c'est trop tôt pour revenir sur les émergents? Oui, alors nous on n'est pas des experts des pays émergents, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de menaces. D'un côté, les marchés ne sont pas très chers, ce qui est pour le coup positif, mais avec une tendance qui est lourde, surtout sur le Brésil évidemment, où le réal se fait tellement éclater tous les jours que c'est difficile d'investir là-dessus, sauf à vouloir vraiment être celui qui aura acheté au plus bas, ce qui n'est pas notre métier. Il faut quand même démystifier la chose. Après, il y a plusieurs sujets. Effectivement, le gros sujet, c'est les matières premières et la Chine. Et ça, c'est des choses sur lesquelles c'est difficile d'avoir la main. Après, la politique monétaire américaine, c'est un peu différent. C'est-à-dire que d'un côté, il faut se rappeler qu'on parle de baisse de taux de hauts taux qui sont à ces niveaux-là. Quand on voit des pays qui ont des taux à 15%, quand on parle du Brésil, quand on parle de la Turquie, voilà, il ne faut pas s'emballer sur 0,25 de hausse de taux. Ensuite, on a vu la réaction de la Chine qui immédiatement a réagi sur sa devise avec l'idée que l'adage historique, notre monnaie, votre problème qu'utilisaient les Américains, les pays émergents le règlent en disant si c'est comme ça, nous, on va faire fluctuer notre monnaie face au dollar. Et donc cette idée qu'il y a un import du risque américain sur les émergents, il est vrai historiquement. Aujourd'hui, je me demande si ce n'est pas un peu le cadet des soucis des pays. C'est-à-dire que je pense qu'honnêtement, pour le Brésil, le fait que les Américains montent leurs taux, par rapport aux problèmes d'inflation galopante, de taux énormes et de programmes d'austérité qui ne marchent pas, je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit le cœur du sujet. Et si tout allait bien, ça en serait un. Mais aujourd'hui, honnêtement, il y a pire à régler pour ces pays-là. Donc on va avoir un ton très prudent, parce qu'on ne sait pas où est le point bas. Après, il faut avoir en tête que c'est des marchés qui ne sont pas très chers. Ça ne nous convainc pas aujourd'hui, malgré tout, d'y aller pour l'instant. C'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut y aller, ça peut souvent encore baisser. Ok, prudence. Donc sur les émergents, on va faire évidemment le tour de vos allocations. Quelles sont vos préconisations pour 2016? C'est tout de suite dans la suite du débat. Quand on aime l'action, on se lance sans la moindre hésitation, le plus simplement du monde. On aime que ça avance. Mais pas à n'importe quel prix. Et on en veut toujours plus. Sur Bing.fr, la bourse en ligne, c'est simple, moins cher, performant et spécialement conçu pour les investisseurs actifs.
Bing.fr, vous allez aimer l'action.